Monsieur Khaled Ben Mohamed, bonjour. Bonjour madame. Alors, après celui de 1973 et 2001, le troisième recensement général de l'agriculture sera lancé en octobre prochain. L'annonce a été faite par le ministre du secteur. C'est un instrument d'aide à la décision qui va permettre de consolider les politiques publiques dans ce contexte de crise alimentaire mondiale qui risque de s'accentuer davantage à l'avenir avec bien sûr le réchauffement climatique et la crise bien sûr russo-ukrainienne. Monsieur Khaled Ben Mohamed. C'est exactement ça madame. Le recensement général de l'agriculture vient à point, puisque, comme vous l'avez signalé, le dernier date quand même de 22 ans. Il était prévu de réaliser un inventaire en 2013. Le dossier a été bien maturé et pour des considérations de contingence, il a été annulé. Celui-ci donnera les réponses attendues, comme vous l'avez si bien précisé, en termes de visibilité sur la structure agraire. Quelle est la répartition spatiale de nos productions? Quelles sont les répartitions des classes de superficie? A-t-on plus de petites exploitations, de moyennes ou de grandes exploitations? Quelle est la structure des effectifs animaux d'élevage? Quelles sont les informations sur l'emploi? Quelles sont les données sur l'âge des chefs d'exploitation et des types d'exploitation, exploitation familiale ou qui a recours à une main-d'œuvre externe? Tous ces éléments-là trouvent leur réponse dans les données qui sont issues des recensements en général et de celui-ci en particulier. Alors, cela va nous donner une cartographie agricole actualisée qui tient compte aussi du potentiel agricole au niveau du sud du pays. Plus que jamais. Cette fois-ci, le recensement général de l'agriculture, qui traitera, comme d'habitude, l'ensemble du territoire national, mettra au jour un certain nombre de changements en termes de pratiques agricoles et de types d'exploitation, et nous assistons à l'émergence de l'exploitation agricole industrielle qui, par la mise en culture de grandes superficies, dans le cadre du développement des cultures stratégiques, donnera des informations très édifiantes en termes d'économie agricole et surtout d'orientation des productions issues donc des zones du Grand Sud algérien. Mais on va s'intéresser particulièrement à toutes les cultures ou essentiellement les cultures stratégiques? Toutes les cultures, madame. Le questionnaire qui sera élaboré et la mouture initiale est en réflexion, concernera l'ensemble des productions qui sont pratiquées par l'ensemble des exploitants agricoles. Peut-être qu'il va y avoir découverte d'un certain nombre de filières qui sont en émergence et qui peuvent constituer, ma foi, un élément fondateur de filières d'avenir. Mais c'est une opération qui nécessite beaucoup de moyens et beaucoup de temps pour réaliser ce recensement agricole aujourd'hui, vu la superficie importante de notre territoire, Monsieur Ben Mohamed. C'est ça l'enjeu. Les recensements généraux de l'agriculture, généralement, se déroulent sur une courte période, au maximum 3 mois. C'est pour avoir une photographie instantanée sur l'économie agricole et pour percevoir les informations qui sont liées aux différentes productions et éviter les transferts de production d'une région à l'autre, ce qui fausserait bien évidemment la répartition spatiale des productions. Et la nécessité de déployer un dispositif important est essentielle par le fait que c'est une opération qui devra être rapide et qui devra toucher l'ensemble des exploitants. C'est une enquête systématique. Mais comment il se décline ce dispositif aujourd'hui pour réussir ce recensement, puisque c'est un instrument d'aide à la décision qui est hautement stratégique pour ajuster les politiques publiques, puisqu'on sait déjà que plus de 789 millions de dinars seront bien sûr déboursés pour cette opération. Alors, les recensements généraux de l'agriculture, généralement,
en deux phases. La première phase, c'est la phase de constitution du fichier de référence, c'est-à-dire la population qu'il va falloir enquêter de façon systématique pour collecter et mobiliser une information de base qui renseigne sur la structure agraire, les superficies, les différentes cultures, les principales cultures pratiquées, les principaux élevages qu'ont les exploitants et quelques éléments sur l'âge du chef d'exploitation, on va dire des éléments structurants. Alors, une fois qu'on aura constitué ce fichier de référence, il sera mené des enquêtes modulaires, complémentaires à l'enquête de base, pour mettre la lumière sur un certain nombre de thématiques. Par exemple, l'utilisation des engrais, par exemple la mécanisation, par exemple orienter une enquête modulaire sur un type d'élevage, sur une pratique donnée, etc. Alors, mais Monsieur Ben Mohamed, est-ce qu'on part de rien ou on part déjà avec le recensement, celui de 2001, puisqu'il devait être revu en 2013 et ce ne fut pas le cas? Comment on va commencer? Par quoi allons-nous commencer? Il est évident que la base de 2001 va servir, mais pour vous dire qu'elle sera utilisée pour ce recensement, support, non? Comme support, elle est largement dépassée. Et au niveau des directions des services agricoles, des wilayas, il y a un service chargé des statistiques et qui a son propre fichier de référence. Donc l'identification de l'ensemble des exploitations et des exploitants par commune qui existent selon des fichiers Excel, selon des fichiers de différents formats et qu'il va falloir utiliser pour confronter l'enquête de base, donc la constitution du fichier de référence, avec les données existantes au niveau des DSA, des directions de services agricoles, pour au moins avoir un ordre de grandeur sur l'ampleur des enquêtes à mener et surtout sur l'exhaustivité de l'enquête qui sera menée dans le cadre de cette opération de recensement agricole. Alors, il y a cette base de données, même si elle est dépassée aujourd'hui, celle de 2001, qu'a-t-elle révélé? Elle nous a révélé déjà une structure agraire particulière. C'est-à-dire? Notamment plus de 70% des superficies qui ont moins de 5 hectares. Ce qui renseigne de petites exploitations qui ne permettent pas d'asseoir une stratégie de développement de la mécanisation, par exemple, donc des grandes cultures. Donc l'intégration devient de plus en plus difficile. Asseoir un développement des filières avec un émiettement des surfaces agricoles devient très ardu. Et donc, la politique qui a été mise en place par le secteur oriente vers le remembrement, vers la gestion du mitage des exploitations, de l'héritage, ce qui pose un sérieux problème, et l'ensemble des orientations, notamment des textes qui sont promulgués pour la gestion du foncier, tendent à réglementer cette caractéristique qui voudrait éviter donc davantage d'émiettement. Donc on oriente surtout vers le remembrement, et c'est d'autant plus indiqué que la tendance est vers l'investissement agricole, l'investissement dans la transformation et donc dans la construction d'unités au niveau des exploitations agricoles. Et les textes réglementent les niveaux de construction justement pour obliger les investisseurs non pas à dépasser les seuils préconisés, mais à acquérir plus de foncier tout en respectant les seuils pour pouvoir satisfaire cette orientation de remembrement des terres agricoles. Mais quand vous parlez de remembrement des terres agricoles, de l'émiettement aussi de ces exploitations, on doit tout revoir aujourd'hui pour passer de toutes petites exploitations agricoles vers de grandes exploitations agricoles pour répondre bien sûr à nos besoins alimentaires, puisqu'on est dans un contexte de crise alimentaire à grande échelle, au niveau mondial. Monsieur Ben Mohamed, c'est ça la volonté aujourd'hui? C'est tout à fait ça la volonté, et nous avons... Avec le
sud, bien sûr, comme support. Voilà, nous avons notre profondeur territoriale qui nous offre cette opportunité de pouvoir Exploiter l'espace. rapidement engager cette façon d'exploiter les grands espaces pour asseoir une agriculture à grande échelle, une agriculture type industrielle, qui permettrait de réaliser de grandes performances et satisfaire un maximum des besoins alimentaires de l'Algérien, en attendant, bien sûr, les restructurations au nord. Mais avec cette nouvelle vision aujourd'hui, est-ce que cette exploitation, cette nouvelle politique qui doit être mise en place doit se faire avec des Algériens ou en partenariat également avec des étrangers qui pourront réaliser les méga-exploitations agricoles? Nous ne sommes jamais trop nombreux, madame. Avec les Algériens, nous y allons depuis longtemps. Et avec les étrangers, nous attendons. Les textes ont été promulgués dernièrement. Ils ouvrent la possibilité aux étrangers qui constituent des sociétés de droit algériens de pouvoir prendre des terres dans le cadre de la mise en valeur, que ce soit à travers des appels à projets lancés par l'Audace ou par l'ONTA, et qui peuvent mettre en exécution leurs projets une fois acceptés. Les décrets ont été publiés. Tout à fait, vous avez le décret Et 432, oui, il a été promulgué, et les arrêtés d'application qui l'ont été également. Donc c'est effectif. Alors bien sûr, cette vision concerne essentiellement les cultures stratégiques pour l'avenir. C'est ça notre souci premier. Dans un premier temps, ce sont les cultures stratégiques, par le fait des tensions que nous vivons en termes de contraintes de production liées au changement climatique, la baisse donc des régimes de précipitation et des tensions qui peuvent exister dans le cadre des relations internationales et des conflits internationaux. Mais pour les cultures stratégiques, notre grande inquiétude aujourd'hui, c'est les changements climatiques, le manque de pluviométrie, notamment pour cette année. Tout à fait. Nous vivons, madame... On est dans une situation compliquée en ce moment. Nous vivons un retour des séquences de sécheresse qui ressemble à celui de 93-2001. 10 années au cours desquelles 9 années étaient mauvaises et une seule bonne. Et donc nous sommes à notre 2e année du creux de la vague. Et Inch'Allah, on ne vivra pas les 8 années prochaines dans les mêmes conditions. Alors, M. Khaled Ben Mohamed, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. On parle aujourd'hui, bien sûr, de ce recensement général de l'agriculture, qui est un instrument d'aide à la décision hautement stratégique pour, bien sûr, ajuster toutes les politiques publiques. Vous avez parlé, bien sûr, de la promulgation en novembre 2021 des textes d'application permettant aux étrangers d'accéder, bien sûr, au foncier agricole pour pouvoir investir dans notre pays. La crise alimentaire mondiale aujourd'hui nous incite à être plus réactifs. Et c'est ça notre préoccupation majeure, c'est d'assurer l'alimentation de tous les Algériens. Tout à fait, madame. La réactivité est un caractère dont il va falloir faire preuve pour ce qui est de l'adaptation aux contraintes qui touchent l'agriculture. Vous avez parlé des marchés internationaux, des conflits qui impactent l'économie nationale comme les autres économies, et également les changements climatiques qui, eux, ont des répercussions non pas sur les marchés uniquement, mais sur la vie sociale des exploitants et leur capacité de se recapitaliser. Puisque lorsque nous avons 2 ou 3 mauvaises années consécutives, l'agriculteur se décapitalise et donc il ne pourra plus subvenir à ses besoins et il y a un risque d'exode rural. Tout le problème est dans la lutte contre les changements climatiques et les mesures d'adaptation les plus rapides à cette tendance, surtout que nous avons esquissé, comme j'ai dit tout à l'heure, une tendance baissière des régimes de précipitation qui augure malheureusement, et selon les statistiques, d'une période assez contraignante à venir. Mais cela va impacter notre production actuelle, notamment en ce qui concerne les céréales? Pas si nous prenons les mesures palliatives, c'est-à-dire initier des programmes comme le fait le ministère de l'Agriculture, d'irrigation d'appoint avec des objectifs.
nous avons souvent entendu parler que certains exploitants irriguent. Sauf que nous n'avons pas l'information sur combien ils irriguent, à quelle fréquence ils irriguent et à quel stade ils irriguent. Mais cette agriculture d'appoint aura aussi un impact sur les rendements et à la fois sur les prix de la production. Vous prenez en considération tous ces aspects aujourd'hui, Monsieur Ben Mohamed? Ils sont indispensables, ils font partie de l'équation. Le nombre d'exploitants céréaliers, les possibilités d'irrigation, les superficies pour lesquelles nous pouvons mobiliser la ressource en eau, tout ça, ce sont des éléments qui sont connus par le secteur et les directions des services agricoles des wilayas sont instruites et ont signé des contrats de performance pour atteindre les niveaux de production qui leur sont propres en fonction des évolutions des dernières années, avec une certaine croissance raisonnable, certainement, mais une certaine croissance quand même. Pour le Nord, ce sera le dessalement et bien sûr l'eau recyclée. Le dessalement, c'est pouvoir subvenir aux besoins d'alimentation de la population qui permettrait de dégager les volumes qui étaient réservés à ce besoin-là pour les besoins de l'agriculture. Pour le Sud, comment se fera cette exploitation des eaux souterraines de façon technique et rationnelle? Pour le Sud, il est important qu'il y ait une gestion plus rapprochée de la ressource en eau, parce qu'elle est faiblement renouvelable, d'une part, et afin de pouvoir valoriser au mieux le mètre cube d'eau. Il n'est pas nécessaire, par exemple pour la céréale, de l'irriguer tout le temps. Surtout pendant le cycle des céréales d'hiver où au sud il fait quand même très frais. Donc il n'y a pas besoin d'irriguer tout le temps. Et ce sont ces éléments-là que le secteur, à travers ses instituts techniques, notamment l'Institut des grandes cultures et surtout l'Institut des sols d'irrigation et du drainage, l'INSID, participe avec l'INVA, l'Institut de la vulgarisation agricole, à faire passer le message et à promulguer les techniques les plus économisatrices d'eau et qui peuvent réaliser des performances de production considérables. Alors, on a parlé de notre réactivité. Je vais vous poser une question directement, Monsieur Ben Mohamed. On l'est ou on ne l'est pas suffisamment, puisque déjà, cette question de l'irrigation, l'irrigation au goutte à goutte, c'était en 2007 qu'on avait tracé la feuille de route d'atteindre les 2 millions d'hectares irrigués au goutte à goutte. Ça n'a jamais été le cas. On parle à peu près de 600 000 hectares. Et c'est approximatif parce qu'on n'a pas encore consolidé les chiffres réellement. Alors là, nous avons deux aspects. L'irrigation goutte à goutte concerne l'arboriculture et les cultures maraîchères. Et en parlant de surface irriguée, souvent on emploie le terme de surface développée, parce qu'on mène plusieurs cultures par an, notamment pour les maraîchères, les cultures maraîchères, et donc nous comptons la surface irriguée 2 fois, puisqu'il y a 2 cultures. Et donc on atteint largement les 2 millions d'hectares pour les maraîchères. Parce qu'il y a la surface développée. On irrigue 2 fois la même surface, donc c'est 2 fois... Mais c'est la même surface. Oui, mais elle est exploitée 2 fois. 600 000 fois 2. Elle est économiquement comptabilisée 2 fois. Par contre, lorsque vous abordez le chiffre de 600 000, c'est l'objectif de l'irrigation d'appoint des céréales, et non pas des cultures maraîchères. Effectivement, c'est un objectif très ambitieux, et qui permettrait, si on pouvait réaliser cette prouesse, de sécuriser la production agricole autour de 36 à 40 millions de quintaux. C'est l'équivalent de la production de la campagne dernière. Alors aujourd'hui, on est dans une vision et une approche totalement différente, puisque le contexte géopolitique a suscité une plus grande réactivité de la part des États pour assurer bien sûr leur sécurité alimentaire. C'est devenu aujourd'hui un enjeu de souveraineté nationale et on le voit puisque maintenant même les Russes menacent d'interdire les exportations de céréales de l'Ukraine et même eux, ils ont réduit un peu leurs exportations. Alors le partenariat gagnant-gagnant sont indispensables avec les étrangers pour la relance de l'agriculture moderne et extensive
temps-ci pour maîtriser la sécurité alimentaire. Beaucoup de pays l'ont fait. Vous avez l'exemple des pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, vous avez le Qatar, vous avez le Koweït et d'autres États qui n'ont pas les mêmes, c'est-à-dire topographie que la nôtre, et ils ont réussi à assurer leur sécurité alimentaire. La preuve étant que les Qataris vont investir dans la filière lait dans notre pays du côté de Djelfa avec un énorme projet. Alors, les étrangers, comme les investisseurs algériens de pointe, sont des catalyseurs qui permettent de montrer le chemin à l'ensemble des agriculteurs qui ont du mal à trouver les meilleures techniques ou à comprendre le comportement des céréales, des céréales ou d'autres cultures stratégiques. Ça reste des exploitations rurales, de petites fermes agricoles. Je parle surtout de celles du Sud. Nous avons quand même un certain nombre d'exploitants qui exercent... La pomme de terre, par exemple, l'Alouette, la tomate industrielle, Biskra. Pour la pomme de terre, nous sommes pas mal. Nous avons quand même atteint des performances qui sont très très intéressantes, autour de 750 à 800 quintaux à l'hectare, et parfois plus. C'est même très très intéressant. Pour ce qui est de la céréale, dans la moyenne, et en moyenne, nous n'avons pas encore les techniques et le matériel végétal qui correspond aux caractéristiques du milieu. Et donc, il est important, que ce soit pour le nord ou pour le sud, de choisir le matériel végétal qui permette d'exprimer au mieux les capacités de production de la céréale, avec les contraintes que rencontre cette culture dans les deux contextes. Et on a besoin de l'expertise des étrangers dans ce domaine. C'est un catalyseur. Alors, et c'est nécessaire aujourd'hui, dans le contexte actuel, Monsieur Ben Mohamed, de s'ouvrir à ces investissements étrangers, puisqu'on a cité le Qatar avec, bien sûr, les grandes fermes laitières qui va être réalisées du côté de Djelfa. Nous avons besoin d'avoir des expériences réussies en Algérie. Avec 20 000 têtes ou plus avec des investisseurs expérimentés, étrangers comme algériens, mais nous avons également besoin de transferts technologiques et surtout de transfert de la gestion de ce type d'exploitation, de méga-exploitation. Nous n'avons pas l'habitude, très peu. Il y a quelques expériences d'exploitation qui sont de taille respectable, au-delà de 1000 hectares, mais pas plus. Dès qu'on dépasse les 5000, les 10 000 hectares, ça devient une autre paire de manches. Donc il faut un niveau de management assez poussé, de la technologie, de l'IoT, donc l'Internet des choses, avec des capteurs de gestion de l'humidité, gestion des ravitaillements, donc gestion de la fertilisation, gestion de l'irrigation, gestion des produits phytosanitaires. Donc ça demande quand même une cohésion des opérations et une organisation du chantier assez compliquée. Mais est-ce qu'il faudrait adopter une politique similaire à certains pays qui ont réussi dans ce domaine-là, comme par exemple la révolution verte en Inde, et qui réussit à quand même alimenter près de 2 milliards d'habitants? Toute expérience est bonne à examiner et à tester. À copier aveuglément, non. Donc nous avons nos propres contraintes, nos propres caractéristiques, mais nous pouvons quand même s'inspirer des meilleures expériences pour essayer d'améliorer nos performances. L'eau, c'est un élément essentiel aujourd'hui. Déterminant. Donc l'eau est essentielle, et surtout pour l'agriculture, puisque désormais, avec les changements climatiques, il est quasiment impossible de produire des cultures de plein champ en pluvial. Ça devient de plus en plus compliqué, et nous avons un régime de précipitation qui est extrêmement perturbé. Les pluies sont de plus en plus tardives, on l'avait dit à plusieurs reprises. Les chaleurs sont de plus en plus précoces, et nous avons au cours du cycle un régime de précipitation qui n'est pas réparti selon les besoins de la culture. D'où la nécessité d'imiter la nature lorsque nous donnait des années pluvieuses intéressantes. Donc il faut faire comme la nature.
on fait une répartition des précipitations comme nous l'avions dans les années 70, dans les années 80, début des années 80, avant l'inflexion climatique. Et donc, pour permettre à la plante d'exprimer son potentiel de production et avoir des performances moyennes intéressantes. Alors nous avons vu aujourd'hui les performances de notre secteur agricole depuis quelques années déjà, depuis le Covid à ce jour. Monsieur Ben Mohamed, des chiffres ont été donnés lors bien sûr des assises consacrées à l'agriculture. On a vu quand même les rendements qui sont réalisés par région et par bien sûr exploitation agricole à travers tout le territoire national avec des performances par région, comme par exemple vous avez les produits maraîchers du côté de Biskra qui arrivent en tête avec les produits maraîchers. Vous avez aujourd'hui El Oued qui se distingue par une forte production de la pomme de terre et également de l'huile d'olive. Ça avait commencé par une petite exploitation et aujourd'hui, il se développe au point d'arriver à une situation d'exportation. Vous avez aussi d'autres localités à travers le territoire national, notamment au niveau des hauts plateaux par rapport, bien sûr, à l'élevage. Mais cette cartographie aujourd'hui, est-ce qu'elle est prédominante par des petites exploitations de type rural, puisque la zone rurale recèle pratiquement aujourd'hui 16 millions d'habitants. Il faut les maintenir, les petites exploitations agricoles, parce que ça permet à la fois de créer de la richesse au niveau local et créer à la fois, permettre la fixation de la population, puisque vous avez parlé de l'exode. Quand on a faim, on change de territoire. Exactement. L'agriculture est multifonctionnelle. D'abord, elle a un rôle économique et de revenus. Donc l'agriculteur, quand il produit, il améliore son revenu et il peut vivre, il peut répondre aux besoins de sa famille. Et également, c'est un emploi. Et c'est également une source d'emploi pour l'ensemble de ceux qui sont à proximité des exploitations. C'est 2 millions d'emplois dans le secteur. 2,7 millions d'employés dans le secteur de l'agriculture. Avec un PIB qui a augmenté. Qui avoisine les 14,7%. Et donc, le rôle de l'agriculture est essentiel pour le maintien des populations au niveau rural, puisque c'est pratiquement la seule activité que nous avons. C'est l'exploitation des milieux. Nous sommes dans un espace ouvert et donc il faut exploiter les ressources naturelles, soit dans le cadre de l'économie forestière pour l'exploitation des produits les PAM, les produits, les plantes médicinales et aromatiques, ou bien pour l'exploitation donc de l'agriculture, l'économie agricole qui se déroule dans les espaces ruraux. Et les changements climatiques freinent le développement de l'agriculture et impactent directement les revenus des exploitants, puisqu'ils ont cette caractéristique d'être cycliques et qui dure sur plusieurs années. C'est vraiment le problème le plus important. Mais avec la vision moderne aujourd'hui, Monsieur Ben Mohamed, avec le recensement qui sera mis en œuvre à partir du mois d'octobre prochain, ça donnera une plus grande visibilité sur les activités, sur les rendements par région et par, bien sûr, exploitation agricole, quand on sait que 70% de ce secteur évolue dans l'informel et c'est dit sans tabou aucun. Est-ce que ceci va permettre aussi de mettre fin à certaines perturbations cycliques que nous connaissons? Par exemple, tantôt c'est la pomme de terre qui est en manque sur le marché et tantôt c'est l'oignon qui prend l'ascenseur par rapport au prix qui est pratiqué actuellement. Ce sont des éléments qui font partie de l'échiquier du monde agricole. C'est d'abord une exploitation privée. Les terres en Algérie sont à dominance privée, les exploitants sont privés, donc nous ne pouvons pas leur exiger à ce qu'ils pratiquent telle ou telle culture. Nous pouvons par contre les orienter à travers des dispositifs de soutien intelligents. Et les données du RGA nous permettront de caractériser notre situation de vulnérabilité vis-à-vis de ces phénomènes de façon plus précise. Nous pourrons anticiper d'autant mieux ces inflexions de montée et de descente des prix des différentes cultures de large consommation de façon un peu plus souple que ce qui se passe actuellement. Les inflexions sont brusques
Et on est confronté donc à ce genre de situation d'augmentation des prix, parfois soutenue par un certain nombre de problèmes, notamment la commercialisation, le transport, la main-d'œuvre pour la collecte, etc. Et le nombre, bien sûr, d'intervenants qui est important. Alors, nous devons absolument revoir notre modèle agricole aujourd'hui en réalisant, bien sûr, ce mix entre, bien sûr, l'agriculture et ses rendements et aussi le secteur de la transformation agro-industrie. C'est important, puisque même si on a un surplus de la pomme de terre, il n'y a pas la transformation industrielle qui pourrait résorber ce surplus de la production. C'est le même principe pour, par exemple, le lait. Si on doit être en excédent de production, comment transformer ce lait en lait en poudre? C'est plus important, à coup de devise. Ce sont des éléments qui permettent d'expliquer ce phénomène de yo-yo des prix et des surfaces de production de telle ou telle spéculation. S'il y avait un tissu industriel de transformation qui ne peut être installé que s'il y a fidélisation des productions et fidélisation des producteurs. Et donc, si on devait passer par une contractualisation des productions entre l'exploitant et le transformateur peut avoir la certitude ou la garantie d'alimenter son processus de transformation tout au long de l'année. Mais il y a eu l'expérience qui a été réussie du côté de Guelma, la contractualisation avec les producteurs de la tomate industrielle. Et donc, ça a donné des résultats. Cette filière se porte bien et elle va se développer. Alors qu'elle était en crise à un moment donné. En début des années 2000, elle était en crise et elle était bien sûr en rude concurrence avec le double concentré qui était importé de la Tunisie par exemple ou de la Turquie. Alors, autre question, celle de l'auditeur, il vous dit il faut inciter les institutions financières à investir dans l'agriculture familiale autant que dans l'agriculture commerciale car cela permettrait de sortir de grand nombre d'habitants des zones rurales et de la pauvreté et de créer des emplois. Exactement. Maintenant, toutes les banques financent l'agriculture. Un des enjeux de l'agriculture, notamment au nord, avec des espaces très étendus, différents, sous différents contextes agroclimatiques, et donc c'est de pouvoir s'occuper des petits exploitants et donc le microcrédit. Il faut les maintenir. Il faudrait que nos institutions financières s'investissent dans des formules de microcrédit pour permettre aux exploitants de pouvoir faire de la production et se capitaliser. Alors très rapidement sur la question de l'auditeur, comment sauver la campagne céréalière de cette année vu la pénurie d'eau rapidement? Elle est en danger ou hors danger? Dans certains endroits, elle est en danger. Dans d'autres, c'est encore rattrapable et il faut plein pot pour l'irrigation d'appoint. Alors, dans certains pays, on arrive même à provoquer des pluies. Est-ce que cela pourrait être envisagé à l'avenir, Monsieur Ben Mohamed? Oui, ça se faisait. Mais c'est les arbres qui attirent la pluie. On a arraché tous les arbres. Non, ça se faisait dans le temps. Avec cette politique de déforestation. Qu'il y avait des ensemenceurs des nuages. Oui. Avant, on lançait des canons avec un produit chimique, du nitrate d'argent, pour faire cristalliser les gros nuages et pour faire tomber les pluies. On pourrait l'envisager à l'avenir? Pourquoi pas? Alors, l'oignon, on va l'importer? Ou alors nous allons avoir relativement dans quelques jours une stabilité de la production qui va un peu mettre fin à cette crise de l'oignon? Oui, je pense que ça va stabiliser dès lors qu'on va sortir un petit peu de la tension au courant de ce mois de Ramadan et à l'arrivée de la nouvelle production, ça va se stabiliser. Alors, vous avez autre question de l'auditeur, rapidement, Monsieur Ben Mohamed. Pourquoi ne pas obliger, par exemple, les importateurs ou producteurs de produits agroalimentaires finis à base de produits agricoles à investir dans l'agriculture pour les céréales, le lait et les produits stratégiques dont nous avons énormément besoin et qui nous coûtent l'équivalent de 10 milliards de dollars? Parce que les prix ont pris l'ascenseur, oui, même sur les marchés mondiaux. On n'a pas à les obliger. Ils sont parmi les plus nombreux à solliciter des terres agricoles à travers l'ODAS et l'ONTA pour pouvoir investir sur de très grandes superficies. Alors, est-ce qu'il faudrait revoir aussi notre façon de cultiver et aller vers des arbres beaucoup plus résistants à la sécheresse? Certainement, dans les zones touchées par les changements climatiques et les inflexions climatiques pratiquement qu'on ne peut pas revenir en arrière, là, il faut aller vers l'arboriculture rustique.
Alors, autre question de l'auditeur, est-ce qu'il faut accélérer toute cette politique aujourd'hui puisque les enjeux sont d'ordre mondial, monsieur Ben Abdallah? Parce que c'est vrai qu'on prend des décisions, mais on tarde à les mettre en œuvre. À force de réunions, de consultations, les appels d'offres, l'étude des textes, la promulgation des textes, tout ça prend du temps. Il faut accélérer. Oui. Même le président, il a dit il faut arrêter les réunions, il faut agir. Il faut être plus réactif. Mais cela dit, la concertation est toujours utile, madame. Monsieur Khaled Ben Mohamed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, madame. Et à demain.